Bonjour et bienvenue dans les 4V, Laurent Bonjour. Marcangeli. La station d'essence est le seul endroit en France où celui qui tient le pistolet est aussi celui qui se fait braquer. Est-ce que vous savez qui a dit ça? Non. C'est Fabien Roussel. Ça lui a valu de recevoir il y a 2 jours le prix de l'humour politique 2022. Objectivement, on en sourit d'avoir peur d'en pleurer. Prix de l'essence, de l'électricité, du gaz, de l'alimentation, des transports, risque de coupure de courant. Alors oui, le gouvernement fait des choses. La Première ministre a annoncé hier encore une aide de 100 € par chèque pour 10 millions de Français qui travaillent avec leur voiture. Mais ça va s'arrêter où? Vous n'avez pas peur que les Français craquent? Les Français sont tendus, nous le savons. Ouais. Ils vivent des moments difficiles. Mais je dirais quand on se compare, on se rassure parfois. Les chiffres de l'inflation démontrent que nous résistons mieux. Les chiffres de la croissance économique pour le dernier trimestre également. Et, On n'est pas en récession, quoi. On est quasiment... ce qui voilà. n'est pas le cas de certains de nos voisins qui, eux, en revanche, prévoient une récession. Ce que je veux dire, c'est que ce qui a été fait depuis le mois de juillet en matière de protection des Français face à l'inflation est très important et porte ses fruits. Alors, on pourrait toujours faire mieux, mais je crois que la France protège bien les Français. Qu'est-ce qu'ils vous disent dans votre circonscription en Corse du Sud, les Français? À Ajaccio, on me dit que c'est difficile de remplir le caddie, on me dit que c'est difficile de remplir la pompe. C'est partout pareil. De toute manière, aujourd'hui, il y a une grande difficulté pour les Français à entrevoir l'avenir par rapport à cette inflation. Dans ce contexte de grande fébrilité, on a ce psychodrame qu'on n'arrive pas très bien à comprendre, pour ne pas dire psycho, sur les éventuelles coupures de courant. Comment vous comprenez ça, vous? C'est le manque de psychologie? C'est quoi? Non, le gouvernement va continuer de communiquer sur la question. D'abord, ces coupures, elles ne sont pas assurées. On essaie de préparer les Français. J'ai entendu dire des Là, choses... les Français, ils achètent des bougies. Je ne sais pas si vous avez vu. Les ventes de bougies explosent parce qu'on leur dit tellement, attendez, la cata arrive. Alors, ça ne va pas être la cata, mais quand même, ça va être la cata. On ne comprend plus rien. Même Emmanuel Macron s'est agacé contre ses ministres. Il faut que les choses soient très claires. Il n'y aura pas des coupures supérieures à 2 heures. Ouais. Ça, c'est prévu. Elles sont prévues. Elles seront annoncées avant. Il y a un process qui est prévu. Ouais. Il n'est pas certain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas certains qu'il va y avoir des coupures. Moi, je tiens à rassurer nos compatriotes. Les coupures ne sont pas assurées. Mais en revanche, je pense que le gouvernement serait peut-être maltraité par les Français s'il ne se préparait pas à cette éventualité qui n'est pas que française. Oui, mais quand on entend le porte-parole d'Enedis qui disait il y a 2 jours chez nos confrères de BFM qu'il n'y aura pas de priorité pour les personnes malades et ceux qui ont notamment des respirateurs à la maison, on se dit mais est-ce que la maison est tenue? Il a dit n'importe quoi. Ouais. Je vais vous dire les choses. D'abord parce que les personnes qui sont autonomes et qui ont des respirateurs à la maison, elles ont des batteries qui peuvent tenir 4 heures, donc c'est supérieur à la coupure de 2 heures. C'est quand même prendre un risque. Hein. Et pour ce qui concerne les personnes qui, eux, sont dans de grandes difficultés, elles seront traitées spécifiquement par rapport à leur pathologie. Vous comprenez, vous partagez l'agacement d'Emmanuel Macron ou pas sur cette question-là? Parce qu'en réalité, on voit Il très a dit bien... c'est pas le moment de faire peur aux gens avec des scénarios absurdes. Et il a convoqué les ministres concernés. Il a raison de ne pas vouloir faire peur aux Français. Nous sommes là pour préparer les Français à d'éventuelles secousses liées aux tensions sur l'énergie. Et je vous dis, elles sont éventuelles. Aujourd'hui, rien n'est certain. Mais en revanche, que dirions-nous si nous n'étions pas prêts à faire face à d'éventuelles coupures d'électricité? Mais que diriez-vous si vous étiez dans l'opposition face à la même situation? C'est facile d'être dans l'opposition, vous savez. Très facile. Tout le monde est bon capitaine par mer calme. Mais vous diriez pas, c'est pas normal que... Marine Le Pen, elle dit hier, le simple fait que ce risque de coupure existe est la démonstration de l'extraordinaire régression de notre pays. Est-ce que c'est complètement faux, ça? Ce que je pense, c'est que Mme Le Pen n'a jamais été aux responsabilités. Ça se voit dans les discours qu'elle tient. Et d'ailleurs, à part faire des constats, à part commenter l'actualité, Mme Le Pen ne fait aucune proposition. Mais ça vous attriste pas, vous, de voir que la 6e puissance économique mondiale n'est pas forcément capable d'éclairer ou de chauffer ses... D'abord, c'est une situation qui ne concerne pas que la France. Encore une fois, faut-il le rappeler, la crise énergétique, elle est mondiale. Et ensuite, la crise des réacteurs nucléaires, elle est française. Elle est française. On a 19 ou 20 réacteurs nucléaires à l'arrêt sur 56. Quarantaine d'années de politique énergétique qui peuvent également expliquer cela. Pas le faire d'un coup de cuillère à peau en disant, voilà, on va régler le problème en quelques minutes. Moi, ce que je vois aujourd'hui, Pardon, mais ça fait 6 ans qu'Emmanuel Macron, pratiquement 6 ans qu'il est à l'Élysée. Il était avant dans l'équipe de François Hollande, donc ça fait quand même une bonne partie. Il était secrétaire général adjoint de l'Élysée, ministre 2 ans. Il était ministre de l'économie aussi. En charge de l'économie. Oui. Et vous savez, un ministre, c'est pas lui qui tient le cap, c'est le président de la République. Il avait fait une promesse en 2017, Emmanuel Macron, celle de réconcilier les Français. Est-ce que vous ne vous apprêtez pas à les diviser une nouvelle fois avec la réforme des retraites? On entendait les syndicats, on parlait tout à l'heure dans les journaux de la rencontre entre les leaders syndicaux et la Première ministre aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un risque là encore de craquage, quoi? Est-ce que vous croyez vraiment qu'on serait responsable aujourd'hui si on disait aux Français tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et qu'on ne préparait pas le sauvetage, parce que c'est bien de ce sauvetage dont il s'agit, de notre système de retraite par répartition? La réforme,
elle n'est pas là pour embêter les Français. Elle est là pour permettre aux générations futures d'avoir un système de retraite qui tient. Et on ne veut pas diviser les Français. On veut juste leur dire aujourd'hui, nous voulons sauver ce système de retraite. Il faut faire Mais des les efforts. syndicalistes, alors la CGT évidemment, mais aussi Laurent Berger pour la CFDT dit non, c'est pas vrai, il n'y a pas le feu, c'est pas vrai, il n'y a pas d'urgence. Nous avons la possibilité de démontrer, nous le démontrerons au moment de la réforme qui n'est pas encore débattue à l'Assemblée nationale, qu'il y a urgence. Oui. Je peux vous dire une chose, je ne pense pas qu'aujourd'hui le gouvernement soit véritablement heureux de faire cette réforme. Elle est nécessaire, elle est indispensable, c'est une nécessité. Et aujourd'hui, nous allons faire les choses parce que nous sommes en responsabilité. C'est quoi le bon âge, c'est 65 ans? Parce que Édouard Philippe, d'Horizon, de parti dont vous êtes, avait laissé entendre pourquoi pas 67. Bon, il avait juste dit que Il avait évoqué. en il avait Italie, par exemple, qui est un pays voisin, et en Allemagne, qui est un autre pays voisin, c'était 67 ans. C'était une comparaison. Et sur l'âge, vous savez, il y a des discussions qui sont encore en cours. La Première ministre rendra sa copie, si je puis me permettre l'expression, la Vous, semaine votre conviction prochaine. de parlementaire, c'est quoi? Moi, ma conviction, c'est qu'il faut réformer. Je ne suis pas dans le totem de l'âge. Pas dans le totem de l'âge. Donc il y a une marge de négo. Vous êtes élu de Corse. Il y a les rapports toujours compliqués entre la Corse et le continent dès lors qu'il s'agit de politique. Ça fait 2 fois en 2 mois que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, reporte une visite sur l'île. C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il y a eu des interpellations la semaine dernière et cette semaine en Corse, des personnes qui sont dans le monde nationaliste, indépendantiste, et que ça a fait monter des tensions. Il y a eu également des attentats cette semaine avec... Mais le ministre de l'Intérieur ne peut pas se rendre sur chaque partie du territoire quand il le veut. Là, il dit que le climat n'est pas favorable. Là, ce que nous voulons, c'est établir un dialogue en Corse, un dialogue respectueux, un dialogue apaisé, basé sur la pacification, la paix, parce que c'est important la paix, et basé sur la projection de la Corse pour les 50 prochaines années. Si demain vous allez avoir autour de ce dialogue des manifestations qui peuvent mal tourner parce Vous pensez que là, tel ou tel- s'il y allait là, ça pourrait mal se passer pour Gérald Darmanin? Je pense que la qualité du dialogue aurait pu être amoindrie par la situation actuelle, et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est avancer. Et malheureusement, vous savez, parfois il y a des gens qui empêchent d'avancer, et je crois que le ministre a bien fait de reporter cette visite. Mais le dialogue existe. Je peux vous dire en revanche que le ministre est en contact avec les élus de la Corse. Gérald Darmanin, il va porter le projet de loi sur l'immigration. Alors, vous dites que vous êtes du camp humanité et fermeté. Hein, c'est ça, c'est votre ligne. Il va changer quoi, ce texte, finalement? Il faut changer beaucoup de choses. Notre système d'immigration, il n'est pas contrôlé aujourd'hui totalement, donc il va falloir faire preuve de fermeté. Certes, Sur les OQTF, par exemple? sur les OQTF. Obligation de quitter Moi, je le suis pour territoire. revenir à la double peine. Nicolas Sarkozy avait décidé, il y a de cela près de 20 ans... Donc, un étranger qui est condamné Oui. est expulsé derrière. Tout à fait. Ouais. Je pense que pour entrer sur le territoire, il faut présenter un certain nombre de certitudes, la maîtrise de la langue française, par exemple, et surtout l'adhésion aux valeurs de la République. Je crois qu'il faut réconcilier les Français avec l'immigration parce que nous en sommes tous plus ou moins issus. Nous en avons besoin, il faut dire les choses. Il y a des métiers sous tension qui ne peuvent être pourvus que par des personnes qui sont immigrées. Il faut réaffirmer notre volonté d'être une terre d'asile. Mais en revanche, je crois qu'aujourd'hui, il faut recontrôler au niveau national, mais également au niveau européen, parce que vous le savez très bien, nous ne sommes pas en capacité de pouvoir faire face aux vagues migratoires si nous ne sommes pas tous unis dans l'Union européenne sur ce sujet. Sur l'immigration et le traitement des travailleurs clandestins, on donne des leçons au Qatar et pourtant on découvre que chez nous, la justice enquête sur des travailleurs clandestins qui travaillent au noir sur des chantiers des JO de Paris 2024 dans des conditions déplorables. Il y avait une très bonne enquête dans le 19-20 de France 3 hier soir. Ces chantiers sont financés par l'État et les grandes entreprises se cachent derrière leurs sous-traitants en disant voilà, c'est pas nous, on n'est pas au courant. C'est facile, la façade est propre et puis tout le monde sait que les sous-traitants ils font un peu ce qu'ils veulent. Ça vous choque, ça ou pas? C'est choquant parce que c'est illégal. Parce que où est l'humanité là pour le C'est illégal. Et si d'aventure ces faits sont établis, ils peuvent être poursuivis par la loi et les personnes qui s'adonnent à de telles pratiques doivent être condamnées. Mais c'est le bal des faux culs, parce qu'on sait très bien que les grands groupes prennent des sous-traitants et qui ne contrôlent jamais ce que font les sous-traitants. Eh bien, moi, je veux pas participer au bal des faux culs, tout simplement, et je veux qu'on fasse en sorte que la loi soit appliquée et qu'on donne pas de leçons, comme vous le disiez, et qu'on balaye devant notre porte. C'est un sujet que vous pourriez porter à l'Assemblée? C'est un sujet que je peux étudier, que je peux porter, parce que je considère qu'aujourd'hui, il faut que nous soyons exemplaires par rapport à l'organisation des JO et par rapport à la vie de nos concitoyens qui attendent un certain nombre de choses. Dimanche, votre ancienne famille politique, les Républicains, va choisir son nouveau président. Alors vous votez Retailleau ou vous votez Ciotti, vous? Vous l'avez dit, c'est mon ancienne famille politique. Ah bah oui, vous avez quand même un avis. révolu. Non, moi je vote Emmanuel Édouard Macron, Philippe. il leur tend la main. Je vote Édouard Philippe. Vous Oui. savez, j'ai adhéré à Horizon, donc j'ai fait un choix, c'est celui de m'engager derrière Édouard Philippe à Horizon. C'est pas de voter pour M. Retailleau. Oui, mais vous voulez une alliance avec eux ou pas? Parce que Emmanuel Macron ou Nicolas Sarkozy, ils tendent la main. C'est à eux, à un moment, de déterminer leur avenir, leur destin. Peuvent-ils aujourd'hui, comme cela a été le cas pendant des années, gouverner seuls?
C'est la question que je pose. Moi, je pense avoir la réponse, c'est non. Donc il faudra peut-être à un moment qu'ils se déterminent, clairement. Vous évoquiez, Édouard Philippe, vous êtes un fidèle de l'ancien Premier ministre qui a longuement géré la crise du Covid. Est-ce qu'il faut maintenant que la 9e vague est là, qu'elle est forte, qu'elle est ferme, est-ce qu'il faut prendre des décisions? Il y a 12 associations de malades qui demandent ce matin de rétablir immédiatement le masque dans les lieux publics. Moi, je fais confiance au ministre de la Santé. Eux, ils font pas. Les malades, ils se sentent en danger. Il y a 75 000 cas ces dernières 24 heures. Vous savez, j'ai interrogé la 28% de Première cas ministre la positifs. semaine dernière sur la question. Ouais. J'ai fait partie de ceux qui ont tiré la sonnette d'alarme. J'ai également, au moment du début de la crise dans la pédiatrie, également interrogé la Première ministre. Donc moi, je pense qu'effectivement, il faut faire en sorte que les Français sachent que les fêtes de fin d'année arrivent, que si on veut se retrouver tous ensemble autour du repas, il faut prendre des précautions. En revanche, vous le savez aussi bien que moi, légalement parlant, si demain nous devons prendre des décisions d'obligation, il y a avoir un débat à l'Assemblée nationale. Vous avez très bien vu aujourd'hui les conspirationnistes qui sont également à l'Assemblée nationale quand il s'agit d'évoquer un Vous pensez certain que ça nombre de passerait choses. pas à l'Assemblée? Je pense que le climat de l'Assemblée nationale actuelle serait difficile et on voit très bien aujourd'hui que les Français ont besoin d'être conseillés, mais pas d'être ordonnés sur cette question. Merci beaucoup, Laurent Marcangeli, d'être venu dans les cafés. Merci à vous. Merci à vous.